Donc bon, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux un peu. Ouais. Non, pas nécessairement. Non, bah, c'est bon. Donc, bienvenue. Ouais, Sauf qu'il y a un problème avec le store en fait. Mais je pense qu'on peut laisser ouvert. Ah, mais sinon, ouais, on peut. C'est de l'air, c'est bien. Tant que si vous mourrez pas de froid, on peut laisser ouvert. Ah, c'est bon. C'est bon. Merci. On n'avait pas essayé. On n'avait pas trouvé. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vais récapituler rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière et là où on est arrivé. Donc on a fait une petite histoire de l'invention de la politique, puis de l'invention de la forme politique État, en montrant qu'à chaque fois, cette invention se fait par rapport à la famille, soit contre la famille, soit sur le modèle de la famille, mais que dans tous les cas, c'est plus compliqué que ce qui apparaît. Contre le lien familial naturel, le lien politique apparaît comme choisi chez les Grecs ou consenti chez les modernes. Il y a par là une volonté de créer un politique pur, qui soit irréductible à tout donner. Ce qui s'appelle choix en Grèce, ça prend la forme d'une création forcée de liens. J'avais parlé des réformes de Clisthène, mais aussi de l'exemple des frères électifs de Sicile. Et l'idée est de mélanger les groupes sociaux, de fabriquer du mélange. Et le consentement, à l'époque moderne, prend la forme fictive du contrat. En même temps, même quand on est dans ces figures de politique pure, il y a un besoin de passer par des fictions de la famille. Donc on avait vu le mythe de l'autochtonie à Athènes. On n'a pas tellement encore parlé de la valorisation de la fraternité, même si on l'a déjà évoqué à propos de l'Athènes classique, mais dans la modernité aussi, elle joue son rôle et on y reviendra. L'idée là est que la famille produirait un lien plus solide car naturel. Idée qu'on a justement problématisée. On a donc été amené à penser plusieurs choses. Premièrement, à penser que le point aveugle de ces théories de l'invention politique est la négation du hasard, du non choisi. C'est-à-dire que même quand les Grecs instaurent des procédures de liens qui sont fondées sur rien, qui ne sont pas fondées sur l'identité, ni sur les affinités, ni sur rien, c'est pas pensé comme relevant du hasard, c'est pensé comme relevant du bien. Deuxième point, nous avons été conduits à penser la famille en dehors de tout familialisme, comme un lieu de coexistence non choisi, artificiel, un peu forcé par le hasard mais accepté, et qui est fondé sur l'accueil de l'autre et la vie commune. Donc la famille n'est pas le lieu du même, ce n'est pas une communauté naturelle, c'est peut-être le paradigme de la coexistence non choisie, au sens où on ne choisit pas ceux avec qui on est lié par des liens familiaux, qu'ils reposent sur le sang, sur l'accueil, sur l'acceptation de la nécessité, etc. Il suffit de penser à ce que c'est qu'une famille recomposée. Et même un enfant voulu, et qui n'est pas un enfant qui débarque d'ailleurs, doit être accueilli, et il ne se réduit jamais à ce qui était de toute façon voulu et prévisible. Donc on pourrait dire que la famille consiste à accepter de faire avec des gens qui nous tombent dessus, et avec qui on se trouve embarqué dans la même vie, sans avoir trop le choix. Donc la famille n'est pas naturellement et nécessairement accordée. L'accord dans la famille suppose une forme d'art, qui est peut-être un art politique du lien, ou peut-être qu'il faudrait trouver un autre nom pour désigner ce lien que politique. À l'époque moderne, on est arrivé à dessiner deux figures opposées, qui sont derrière la fondation de l'État, comme reposant sur le consentement. Du côté de Hobbes, le consentement à la souveraineté. Du côté de Rousseau, le consentement à la communauté elle-même. D'un côté, on a un consentement au pouvoir absolu, qui fait sortir de la politique, en fait. Premièrement parce que, comme on a vu que disait Locke, on est dans un tel modèle patriarcal qu'on n'est plus dans la politique. Et deuxièmement, dans la mesure où le souverain règle tout, il n'y a pas d'art de la coexistence à penser. Du côté de Rousseau, le consentement commun simultané à la volonté générale,
qui est censé parler à la raison de chacun si on l'écoute et si on se débarrasse de ses intérêts particuliers. Ce consentement fait que tout le monde doit être accordé si chacun suit son intérêt général, et donc là aussi, l'art politique de s'accorder est inutile. D'ailleurs, Rousseau le reconnaît lui-même dans une note du chapitre 3 du livre 2 du contrat social, quand il dit que s'il n'y a pas d'intérêt différent, s'il y a un intérêt commun qui ne trouve jamais d'obstacle, tout va de soi, et donc la politique n'est plus un art. Donc, du côté de ces deux figures opposées, on perd la politique comme lieu d'un art de faire avec des différences données. Point supplémentaire, la différence entre la perspective antique et la perspective moderne, c'est que du côté de l'Antiquité, il s'agit de fabriquer du lien, de faire du mélange, de faire avec les différences données. Du côté de la modernité, il s'agit de penser le rapport entre l'individu et l'État, et le statut de l'individu par rapport à l'État. Dernière chose, tout ça nous a amené à penser la place des femmes et de la vie, on avait dit de l'oikos, dans la politique. On a vu comment toutes ces choses étaient écartées et comment cette mise à l'écart était tout le temps problématisée. Et on va les retrouver, les femmes et l'oikos, à la fin de la séance, et notamment dans les séances suivantes, quand il s'agira de penser la sororité plutôt que la fraternité. Avant de passer la parole à Guylain, je vais faire un petit détour par un film qui permet de penser cette idée de la famille comme n'étant pas le lieu du même et comme n'étant pas une communauté naturelle. C'est le film qui était à Cannes l'année dernière, Une affaire de famille. Alors, le film raconte que des gens trouvent une petite fille dans la rue et la ramènent chez eux, dans ce qui apparaît au début comme une famille avec une grand-mère, des parents, des enfants. Et au début, personne ne veut de cet enfant qui arrive et tout le monde est pressé qu'on le ramène chez lui. Enfin, chez elle, la petite fille. Quand ils se décident à ramener le lendemain la petite fille chez elle, ils entendent ses parents qui se disputent. Et le père dit qu'il soupçonne qu'il n'est pas son père. Quant à la mère, elle hurle qu'elle n'a jamais voulu cet enfant. Donc ils ne laissent pas l'enfant dans cette situation familiale-là, ils la ramènent chez eux. Et de fait, progressivement, l'adoptent, la nourrissent, lui apprennent à voler dans les magasins avec eux, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Et lorsque il se trouve que la police recherche l'enfant, dont les parents n'ont pas signalé la disparition d'ailleurs, ils la rebaptisent, ils lui donnent un autre nom, ils lui coupent les cheveux, ils lui achètent de nouveaux vêtements. Et donc ils en font quelqu'un qui appartient vraiment à leur famille. Et puis il apparaît aussi progressivement dans le film que en fait, cette famille est totalement bricolée, que personne n'est l'enfant de personne. Le garçon qui est là n'est pas l'enfant biologique de ceux qui ne sont pas des parents, la grand-mère n'est pas la grand-mère de celle qui se dit sa petite fille, etc. Donc tous ces gens coexistent un petit peu par hasard. Il y a un enfant qui a été trouvé dans une voiture, un enfant qui a été trouvé dans la rue. Ils ont été accueillis, nourris, les ressources ont été partagées. Donc on a une figure de la famille comme lieu de la coexistence, comme un foyer dans lequel on s'aide les uns les autres pour la vie, sans qu'il y ait même sang, ni même gène, ni lien biologique et parental. Que la famille soit par ailleurs un lieu de coexistence non choisi, on le voit encore plus du côté de la famille biologique, puisque, encore une fois, la mère dit qu'elle ne voulait pas de l'enfant, elle ne s'en occupe pas, elle ne supporte pas ça, elle déteste ça, elle bat l'enfant, etc. Et donc la famille biologique, elle apparaît dans ce film comme le lieu de l'enfer, plutôt que quoi que ce soit comme un modèle. Donc à la fois, il y a une idée que la famille n'est pas un bien, il ne s'agit pas de la réhabiliter, et le familialisme, dire que les liens du sang, de l'enfantement, etc. Sont valables, ce familialisme, il n'est porté que par une personne dans le film, qui est un agent de police. Donc, le familialisme n'a de valeur ni aux yeux des parents biologiques, qui ont enfanté sans aimer, ni aux yeux des parents adoptifs, qui ont accueilli et se mettent à aimer sans avoir enfanté et engendré. Il n'y a que, encore une fois, la police qui fait la défense du familialisme au sens le pire du terme. Et derrière ça, il y a un refus de la contingence, il y a l'idée qu'il n'y a que la nature qui compte et que tout le monde doit être à sa place, assigné et inamovible. Et il y a un dialogue entre la mère adoptive et la police. La mère adoptive dit « Est-ce que donner naissance fait de vous une mère automatiquement ?» Et la flic répond « Vous ne pouvez pas devenir une mère à moins que vous l'ayez fait donner naissance. » Et donc elle accuse la femme d'avoir kidnappé les enfants par frustration de ne pas avoir elle-même enfanté. Donc on voit que la police, elle n'est pas capable de penser autre chose que ça. Néanmoins,
même si la famille est un repoussoir par un côté, de l'autre côté, cette espèce de famille recomposée se pense comme une famille. Les enfants, on les encourage à s'appeler frères et sœurs, à se considérer comme frères et sœurs. On les encourage à appeler les parents papa, maman. Et de fait, ils le font, et c'est cette famille qu'ils préfèrent. Même quand ils vont être séparés, ils vont être encore liés à cette famille. Par ailleurs, la famille artificielle, donc elle est préférée, et sous un certain rapport, elle est choisie. Donc on retombe du côté du consentement. Lorsqu'il est question de ramener la petite fille dans sa famille, elle manifeste son souhait de rester dans la famille adoptive, dans la famille d'accueil, et il y a un dialogue entre la mère adoptive et la grand-mère adoptive aussi, qui dit « Tu penses qu'elle nous a choisis ?» On dit « Généralement, on ne choisit pas ses parents, mais peut-être que le lien est plus fort quand on les choisit soi-même. Parfois, c'est mieux de choisir sa propre famille. » Donc on retrouve notre thématique du consentement qu'on avait envie d'écarter, mais qui est quand même là. Mais comme l'avait dit la grand-mère, un tel lien choisi est précaire, et de fait la famille va être éclatée par la police. Donc la vraie coexistence non choisie du tout, c'est celle des vraies familles biologiques dans laquelle personne n'a envie de retourner. Mais si dans la famille préférée, il y a d'une certaine manière un choix, c'est un choix de se penser comme relié par des liens familiaux. Et encore une fois, il s'agit donc de penser une famille qui ne repose ni sur le sang, ni sur les gènes, ni sur la parenté, mais sur l'accueil, sur l'adoption, sur l'intégration de l'autre, pas l'intégration de l'autre, mais oui, le fait de faire une place à l'autre, même si ça te dérange au début, et sur le partage des nécessités de la vie, voire de la galère. Donc ce que dit le mot famille, ce n'est pas un lien plus fort, c'est la communauté de vie, la capacité de se faire une place, et la nécessité de se débrouiller ensemble. Et s'il y a préférence, choix et amour, ce sont des choses qui viennent après, qui n'ont pas commandé le regroupement, mais qui se font à force de vivre ensemble. Donc au début, il y a le hasard, encore une fois, on tombe sur des enfants qui ont été laissés à eux-mêmes dans la rue, et dont on aimerait bien se débarrasser, mais en fait on les garde. Donc il y a une nécessité, celle de ne pas rendre un enfant à des parents qui la battent, il y a un hasard, on est tombé sur la petite fille dans la rue, et la famille fait une place à ce hasard et à cet arbitraire. Donc ça peut conduire à avoir une autre version de la famille, qui est celle vers laquelle on peut se diriger comme lieu du hasard, qui n'est pas choisi, qui finit par être accepté, adopté, accueilli, et qui est lié à ces histoires d'oikos, c'est-à-dire de vie, et pas d'autre chose qui serait la vie bonne, ou il faut voir quoi. On va donc continuer avec la controverse amitié-famille que va présenter Guilain. Alors, je vais commencer par une toute petite remarque qui a été amorcée par Valérie, qui nous renverra la semaine dernière. Mais juste avant ça, pour dire, on va faire comme la dernière fois, je pense. Donc, on va essayer de garder un temps conséquent de discussion pour la fin de la séance. On vise, je sais pas, la demi-heure, ce serait bien. Et par ailleurs, juste une remarque, il y a un exemplier très très fourni. On va évidemment pas le parcourir en entier, mais je me disais simplement que c'était une bonne chose de fournir le plus de matériaux possible, qui sont les matériaux sur lesquels on a travaillé pour la séance. Donc on les regardera quand ce sera pertinent. Alors je reviens juste sur le point qui a été amorcé par Valérie sur la différence entre les anciens et les modernes. Donc les Grecs et les modernes par rapport à l'institution de la politique, c'est-à-dire donc dans l'Antiquité l'institution de la police, de la cité, et l'institution de l'État chez les modernes, qu'on évoquait la dernière fois comme les deux moments d'invention et de réinvention de la politique dans l'histoire occidentale. Et simplement revenir sur ce point que en fait on a deux problèmes assez différents. On les a mis en parallèle, mais les questions sont différentes. C'est-à-dire que pour les Grecs, pour le dire rapidement, le problème c'est de fabriquer une nouvelle forme de vie qui se donne à penser dans l'identité ou dans le statut sociopolitique du citoyen, du polites, de celui qui va vivre en cité, qui va s'organiser collectivement en cité, dans cette nouvelle forme qui n'existait pas avant. Et donc, pour produire cette forme de vie,
il va falloir arracher le vivant, le vivant humain en l'occurrence, à ses déterminations, à ses solidarités familiales, tribales, etc. Ce qui a été l'œuvre, qui a commencé avec l'œuvre de Clisthène. D'où la distinction très forte dans la pensée antique entre l'oikos d'une part, donc la maisonnée, les besoins, la vie, etc., et la polis de l'autre, la vie publique, politique, en cité. Donc distinction très forte d'une part, et comme on a vu la dernière fois, production idéologique d'autre part, d'un lien politique fraternel pour reconsolider en quelque sorte et asseoir le lien politique sur une forme de nécessité, de confraternité qui fait qu'on est de la même terre, on fait tous partie de la même famille, etc. Chez les modernes, le problème il est un petit peu différent puisqu'il s'agit de... les modernes ne sont pas en train d'inventer une nouvelle forme de vie, ils sont en train de travailler au sein d'un grand processus dont ils héritent depuis le Moyen-Âge, qui est la mise en place de l'État. Et là-dedans, ils vont essayer de donner une forme particulière à l'État, qui est celle qui permet de garantir la liberté individuelle contre la puissance politique. Et donc ça va se jouer contre, en ferraillant contre la tyrannie, contre le despotisme, plus généralement contre le pouvoir monarchique. Et donc le problème précisément va être de réussir à accorder la liberté humaine, pensée comme fondamentale, et la condition de citoyen. Comment on peut faire pour qu'une vie politique, une existence de citoyen, permette à la liberté humaine de se déployer le plus pleinement possible. Accorder en d'autres termes le droit naturel et le droit positif, pour reprendre les termes de l'époque. D'où cette fois une critique de la famille, mais qui n'a plus du tout le sens du partage antique entre oikos et polis, mais qui sera la critique de la famille comme forme naturelle du pouvoir despotique. Et on va promouvoir contre ça la convention, le contrat, qui permettent de penser un lien politique réel et non pas la forme idéologique fantasmée d'un pouvoir despotique naturel. Donc on voit que c'est ce qui est apparu en fait la dernière fois, l'opposition très classique, générale entre les anciens et les modernes, telle qu'elle a pu être articulée par Benjamin Constant par exemple, est coupée perpendiculairement par cette autre opposition qui est celle de la cité et de la famille. Certes, les anciens et les modernes s'opposent sur un certain nombre de points, mais on retrouve cette autre coupure qui est celle de la cité et de la famille. Parce qu'il s'agit dans les deux cas de convertir la contingence de l'être, contingence de l'être en commun, en communauté élective. Comment on part de la pluralité, le fait de la pluralité humaine, pour transformer ça en une collectivité, si possible une collectivité voulue, consentie, positivement construite. Et la famille joue dans ce processus un rôle très ambivalent, parce qu'elle est à la fois l'indice de la contingence, en quelque sorte, il y a de la famille, des parents se retrouvent avec des enfants se retrouvent ensemble, grandissent ensemble, vivent ensemble, etc. Et en même temps, la famille est la figure d'une relation de pouvoir ou d'une relation de solidarité, ce qui fait qu'elle va aussi donner à penser la politique. Comme on a vu sous quelle modalité la dernière fois, je ne reviens pas sur le détail. Et je pense que c'est à cause de cette espèce d'ambivalence que la famille hante très profondément et depuis toujours en quelque sorte la cité comme étant à la fois sa condition, ce à partir de quoi une cité va être construite, ce à quoi la cité va essayer de s'arracher, mais en même temps comme étant le problème auquel la cité doit répondre un peu différemment. Donc à la fois comme condition de la cité et comme négation de la cité. Précisément parce que la cité doit s'arracher à la famille, au contexte familial, elle doit conjurer la famille. À partir de cette remarque, j'en viens au propos d'aujourd'hui, qui est de tester tester une hypothèse
celle qu'on essaye de tenir là, pour ce séminaire, qui est l'idée que la famille constitue un paradigme pertinent pour penser la politique. Encore une fois, malgré la tradition politique occidentale, dont on a essayé de brosser un tableau la dernière fois, en quelque sorte aussi contre cette tradition, on aimerait essayer d'envisager cette hypothèse, l'idée que la famille est un modèle pertinent pour penser la politique. Alors pourquoi formuler une telle hypothèse ? Premièrement, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, parce qu'elle permet de prendre en quelque sorte l'histoire politique occidentale à rebrousse-poil et d'en faire saillir des angles morts ou des points aveugles, comme l'a dit Valérie à l'instant, sous la forme qu'on a essayé de nommer coexistence non choisie. Le problème de la coexistence non choisie, qui a rarement, on va dire, été affronté comme tel et traité comme tel politiquement. Et deuxièmement, ce serait le point aveugle majeur. Mais deuxièmement, l'autre raison que je voudrais invoquer ici pour commencer, c'est que la famille, à la fois en tant qu'image, en tant que réalité imaginaire, en tant qu'elle nourrit tout un imaginaire, mais peut-être aussi dans son effectivité réelle et concrète. Et encore une fois, tout ça je le dis malgré toute la lourdeur du familialisme, etc., qu'on n'ignore pas, qu'il ne s'agit pas de faire comme si ce point-là n'existait pas. Mais simplement la famille, donc, à la fois comme réalité imaginaire et peut-être aussi dans son effectivité tout à fait concrète, apparaît comme une sorte de contrepoint à l'État, à la citoyenneté, à la politique institutionnelle, formelle. Alors je reviens au motif pour poursuivre cette idée, au motif qui apparaît dans le titre, QLF, qui est donc l'acronyme de l'expression que la famille, voulant dire il n'y a que la famille, il n'y a que la famille qui compte. Et QLF, de ce point de vue-là, c'est le mot d'ordre de celles et ceux qui ne croient pas ou qui ne croient plus dans l'État, qui ne croient plus dans la République, qui ne croient plus dans tous les liens institués, collectifs, etc., qui font en quelque sorte le tissu de la politique, et qui s'organisent en marge de l'État, qui s'organisent éventuellement dans la confrontation avec l'État, parce que QLF, que la famille, c'est aussi l'affirmation d'un lien éthique consistant, et j'aurais envie de dire, je pose la question, on pourra en discuter, mais peut-être consistant parce que non choisi, au sens où savoir qui sont les siens, parce que c'est ça la famille, c'est de savoir qui sont les siens, c'est autre chose que de sélectionner, de choisir en quelque sorte un peu libéralement ses amis. C'est autre chose que de désigner idéologiquement ses ennemis, mais c'est, j'aurais envie de dire, porter, voire supporter le poids, et ça très concrètement, le poids de celles et ceux qui nous soutiennent. Cette espèce de rapport un peu de réciprocité en chiasme, comme ça, voilà. Savoir qu'ils ont les siens, c'est porter le poids de ceux qui nous soutiennent. Et qui nous soutiennent, Valérie le disait avant, jusque dans la galère. Et porter leur poids jusque dans la galère aussi. Accessoirement, et je pense que c'est pas anodin, QLF, c'est aussi le nom du premier album, à la fois du premier album et du label du groupe de rap français PNL, dont la notoriété n'est plus à démontrer. Et on a là, je crois, avec ce que cristallise, ce que symbolise en quelque sorte cet acronyme QLF, que la famille. On a une figure de la famille, figure, on va dire, marginale,
figure un peu clanique, figure un peu mafieuse de la famille. En l'occurrence, le côté mafieux, je dis mafieux parce que on pourrait penser toutes les traditions de mafia aussi qui sont très liées à des histoires familiales. Mais ici, en l'occurrence, le groupe de rap PNL a construit tout son imaginaire, et parce que c'est aussi une réalité pour eux, sur la question du trafic de drogue. Et donc, la famille, c'est en l'occurrence vraiment une sorte de famille mafieuse qui deal. On a une figure de la famille qui renvoie plus du tout à la noblesse dynastique, vieille figure de médiévale ou d'ancien régime, de la dynastie, qui renvoie pas non plus à la cellule bourgeoise. C'est pas papa, maman et les enfants. C'est voilà, une autre figure très concrète, très empirique de la famille. Et on a pu, pour celles et ceux qui s'en souviennent, on a pu voir la force, j'ai envie de dire, contestataire de cet imaginaire pendant le mouvement de 2016 contre la loi travail. On se souvient que les slogans, les phrases de PNL, etc., apparaissaient sur les tags, sur les murs, sur les banderoles, dans les manifestations, etc. Et il se trouve que, je me disais, moi, en écrivant, voilà, j'avais le souvenir du mouvement contre la loi travail. Et Valérie m'a fait remarquer que, apparemment, la famille a été réactualisée par les Gilets jaunes. Et on trouve dans un article, alors j'ai pas la référence précise, mais dans un article, c'est récent, de lundi matin, du journal Lundi Matin. Je cite du coup la phrase. Alors c'est qui l'a. Je sais plus, bon, j'ai juste une photo. J'ai pas du tout la référence, c'est une espèce de photo, de tweet, mais qui dit donc, vous irez voir sur Lundi Matin si vous voulez chercher, les Gilets jaunes, c'est la famille. Comme dit Jérôme Rodriguez, ça veut dire des liens forts, durables, une vraie solidarité. Quand un mouvement social permet une forme de réconciliation au sein de la famille biologique, il donne un très grand élan et procure une joie immense, etc. etc. Donc, les GJ, c'est la famille. Biologique, c'est entre guillemets. C'est aussi la spécificité de la tendance de Rodriguez. Ils ont floqué des t-shirts, tout un gilet jaune avec hashtag la famille. Ok. Donc c'est tout son truc est basé là-dessus. Okay. Donc voilà, il y a une com GJ qui s'est emparée du motif de la famille. Mais donc cette figure de la famille, elle est, je pense, symptomatique, pour le dire dans un langage un peu superficielle, symptomatique d'une crise du lien social, d'une crise de la concorde politique. Et ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est réfléchir à cette crise sur le plan philosophique et montrer comment elle s'articule conceptuellement, précisément autour du problème de la famille, autour de l'idée de famille. Et pour ce faire, on s'intéressera à ce qu'on peut appeler la controverse. Alors c'est une controverse, disons, assez mineure, c'est une controverse qu'il faut un peu aller débusquer dans les textes. Ça n'a pas fait l'objet de grands débats, de grandes confrontations. Mais donc la controverse entre Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy autour d'un problème assez complexe qu'on va déployer tranquillement, et qui est celui du rapport entre communauté, amitié et famille. Alors le contexte général, juste avant de se lancer dans les textes, c'est la tentation d'une... Alors tous ces termes-là seraient critiqués et déconstruits, etc., à la fois par Derrida ou par Nancy, mais bon, pour dire les choses simplement, c'est la tentative d'une redéfinition de la politique face à l'épuisement de ces figures majeures, de ces signifiants majeurs, l'État, la nation, la souveraineté, la République, la chose publique, toutes ces choses-là qui ont depuis la modernité cristallisé en quelque sorte le sens de la politique, connaissent une sorte d'épuisement à la fois idéologique et historique. Et donc,
on a cherché, des philosophes ont cherché à redéfinir la politique en contournant en quelque sorte, ou même en essayant, en détruisant, en essayant de se débarrasser de ces figures-là, pour aller interroger l'essence même du commun, ce qu'il y a derrière toute communauté, etc. Le commun qui met les êtres en rapport les uns avec les autres. Donc aller chercher l'essence même du rapport, du lien, de la relation, de l'être ensemble, de l'être avec, autant de formules pour essayer de nommer ce fait tout bête que voilà, nous sommes les uns et les unes avec les autres. Et le problème, plus précisément, dans le contexte de cette interrogation générale, c'est de déconstruire la communauté politique. Autrement dit, comment cristalliser le commun, ou dans quelle figure du commun peut se cristalliser la politique, étant donné que les formes connues de communauté, la communauté nationale, la communauté citoyenne, la communauté étatique, etc., n'apparaissent plus satisfaisantes et n'apparaissent plus à la hauteur de ce qu'est le commun. Et pour le dire très schématiquement, et c'est ce qu'on va développer, la réponse de Derrida, d'une part, elle passe par une déconstruction de l'amitié. Il faut repenser l'amitié et débarrasser en quelque sorte l'amitié du modèle de la fraternité, donc la débarrasser de son familialisme, et c'est par là qu'on peut envisager une sorte de politique de l'amitié, comme il dira. Alors que Nancy va dire justement contre Derrida, en fait, non, il faut réinterroger le concept de famille. Il y a un potentiel politique, entre guillemets, du concept de famille qui permet précisément de déconstruire la communauté et la communauté telle qu'elle est pensée comme amitié, comme rapport électif. Donc ça, c'est pour donner très schématiquement les deux positions. En gros, voilà. Derrida veut déconstruire le familialisme, la fraternité. Nancy essaye de le repenser. Alors attention, juste pour prévenir, de même que le propos, ce qu'on a un peu discuté la dernière fois, le propos n'est pas de faire une sorte de mouvement rétrograde pour retourner avant 68 et réaffirmer l'importance des liens familiaux et ressusciter la famille parce qu'elle a pris cher depuis tant d'années. De même que c'est pas notre propos. De même, Derrida, d'une part, n'est pas contre la famille, il le dit explicitement dans Politique de l'amitié. Son propos n'est pas de dire attention, il faut tuer père et mère, etc., et frères et sœurs. De même que Nancy n'est pas pour la famille. C'est pas ça l'opposition. Le travail qu'ils font et que nous on essaye de faire, c'est un travail sur des figures, sur des concepts qui régissent nos représentations de la politique, de ce que c'est que la politique, et qui les régissent parfois de façon insu. Et c'est ce travail un peu sourd des figures familiales, etc., qu'on va essayer de déployer. Alors on procédera en 3 temps. Le premier, en gros, on va suivre le ping-pong entre Nancy et Derrida. Donc le premier temps sera sur Jean-Luc Nancy, centré autour du motif de la communauté. Le deuxième temps sera consacré à Derrida et à la question de l'amitié. Et puis on reviendra à Nancy pour terminer sur le problème de la fraternité. Donc communauté, amitié, fraternité, qui sont les 3 termes dont on va essayer de penser l'articulation, la réarticulation, la désarticulation, etc. Dans
ce débat donc entre Derrida et Nancy. Alors on va se tourner tout d'abord donc vers un vieux texte de Jean-Luc Nancy qui date de 1986, qui est La communauté des œuvrets. Alors je vous en ai donné 2 extraits. Alors regardez en bas des pages, c'est les pages numérotées 78-79. Et désolé, c'est pas rangé du tout dans le... et ensuite la page 208 et puis celle qui vient après où il y a juste un petit bout de texte en haut. Donc 78, 79, puis 208 et 209. Bon, comme le texte est très bref et que voilà, on n'est pas encore à la bourre, on va prendre le temps de les lire. Donc je prends d'abord à la page 78. C'est pourquoi la communauté ne peut pas relever du domaine de l'œuvre. On ne la produit pas, on en fait l'expérience. Ou son expérience nous fait, comme expérience de la finitude. La communauté comme œuvre, ou la communauté par les œuvres, supposerait que l'être commun, comme tel, soit objectivable et productible, dans des lieux, des personnes, des édifices, des discours, des institutions, des symboles, bref, dans des sujets. Les produits des opérations de ce type, quelque grandioses qu'ils se veuillent et que parfois ils réussissent à être, n'ont jamais plus d'existence communautaire que les bustes en plâtre de Marianne. La communauté a nécessairement lieu dans ce que Blanchot a nommé le désœuvrement. En deçà ou au-delà de l'œuvre, ceux-là qui se retirent de l'œuvre, ceux-là qui n'a plus à faire ni avec la production ni avec l'achèvement, et qui rencontrent l'interruption, la fragmentation, le suspens. La communauté est faite de l'interruption des singularités ou du suspens que sont les êtres singuliers. Elle n'est pas leur œuvre, et elle ne les a pas comme ses œuvres, pas plus que la communication n'est une œuvre, ni même une opération des êtres singuliers, car elle est simplement leur être suspendu sur sa limite. La communication est le désœuvrement de l'œuvre sociale, économique, technique, institutionnelle. Alors, pour resituer le texte dans son contexte historique, à la fin des années 80, le contexte général, c'est évidemment on peut appeler l'échec du communisme historique et, en quelque sorte, son devenir fasciste. Et en même temps, la tentative de rester fidèle à ce dont le communisme a été la tentative, ce dont le communisme a été l'expérience, c'est-à-dire une appréhension politique du commun. Et pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas déplier en détail, mais Jean-Luc Nancy, pour affronter cette grande question historique qui se posait dans les années 80, qui avait commencé déjà de se poser un peu avant, mais qui devient absolument flagrante au moment où l'Union soviétique s'effondre. Jean-Luc Nancy va trouver une réponse avec essayer d'amorcer une réponse avec un concept qu'il emprunte à Maurice Blanchot, qui est celui de désœuvrement, en disant une communauté ne peut pas être produite, ni socialement, ni techniquement, ni politiquement. Une communauté n'est pas une œuvre. Il n'y a pas on ne peut pas faire une figure achevée de la communauté. On ne peut pas totaliser la pluralité des êtres dans une œuvre, dans une figure. Évidemment, derrière ça, il y a une espèce de spectre de ce qu'on a appelé le totalitarisme. Nancy en parle en prenant des pincettes, parce que c'est un concept un peu massif. Mais il le prend par ce biais-là, en disant, on ne totalise pas l'être en commun des gens. On ne peut pas en faire une figure, ni un point d'identification, ni un point de cristallisation dans laquelle on parviendrait tous à se reconnaître et à être en commun, non. Être en commun est quelque chose qui précède toute communauté
figurable, toute communauté qu'on pourrait projeter, etc. Et donc, ce qu'on va chercher à penser, c'est le désœuvrement de la communauté, d'où le titre du texte, la communauté désœuvrée. Et comme il le dit ici, la communauté n'est pas un objet, c'est une expérience. C'est l'expérience du fait d'être en commun, d'être les uns et les unes avec les autres. Alors, quid de cette expérience? On va regarder donc, dans le passage suivant que je vous propose, donc c'est la page 208-209. On va voir ce que dit du coup Jean-Luc Nancy de l'être en commun. Et en fait, on va voir que si donc, le contexte historique c'était celui d'une tentative de faudrait même pas dire une relève, parce que, enfin, on va dire une tentative de relève philosophique du commun face à l'effondrement historique du communisme. En fait, le désœuvrement de la communauté désœuvrée, en fait, est le nom d'un problème ontologique avant, en quelque sorte, d'être un problème historique, politique. Si il faut taper vraiment au niveau de l'ontologie, parce que c'est là que se donne à penser le commun. Et donc, je prends le texte, page 208. L'inexposable ou l'imprésentable est l'inexistant. L'existence, au contraire, n'est que la présence à soi, dont le A décline, diffère, altère essentiellement le soi pour l'être, c'est-à-dire pour l'exister, c'est-à-dire pour l'exposer. Le devenir soi du soi est un devenir imperceptible, dirait peut-être Deleuze, imperceptible à toute assignation d'essence. Le devenir soi est l'extension indéfinie de la surface où la substance s'expose. C'est donc un devenir autrui qui ne comporte aucune médiation du même et de l'autre. Il n'y a pas d'alchimie des sujets. Il y a une dynamique extensive, intensive des surfaces d'exposition. Ces surfaces sont les limites sur lesquelles le soi se décline. Elles font le partage d'être de l'existant. C'est ce qu'on transcrira en disant « Il n'y a pas la communion, il n'y a pas d'être commun, il y a l'être en commun. » Toute l'ontologie, dès lors qu'elle est cette logique de l'être en soi comme être à soi, se réduit ainsi à l'en commun de la soi. Cette réduction, ou cette réévaluation totale, ou cette révolution de l'ontologie, est sans doute ce qui nous arrive, encore mal aperçu depuis Hegel et Marx, Heidegger et Bataille. Le sens de l'être n'est pas commun, mais l'en commun de l'être transit tout le sens, ou encore, l'existence n'est qu'à être partagée. Mais ce partage, qu'on pourrait désigner comme l'acéité de l'existence, ne distribue pas une substance ni un sens commun. Il ne partage que l'exposition de l'être, la déclinaison du soi, le tremblement sans visage de l'identité exposée. Il nous partage. Alors, le texte a toute la lourdeur de la métaphysique postmoderne, à la Nancy, mais il dit quand même quelque chose de très, très, très précis et de très technique. Alors mon propos ici, ça prendrait trop de temps, c'est pas de discuter techniquement de près le texte, mais simplement d'en récupérer ce qu'on pourrait appeler l'idée générale, qui est que en fait, penser l'être en commun, ça revient dans le fond à penser non seulement l'être du commun, ou l'essence du commun, penser non seulement ce qu'est le commun, mais penser qu'en fait, le commun c'est l'être, qu'il n'y a d'être que commun, que la loi ontologique fondamentale de n'importe quelle chose qui est ou qui existe, c'est d'être en commun. Une chose n'existe pas tout seul. Il n'y a pas d'être solitaire, ça n'existe pas. Ontologiquement solitaire. Un être à soi, c'est ça qu'il essaie de dire. Pour être à soi, l'être doit forcément être à quelque chose d'autre, il doit forcément être en commun. Et donc, il y a dans le geste de Nancy ici une sorte, enfin moi je
propose de voir ça comme une sorte de radicalisation, pour le coup philosophique et ontologique, de la vieille idée de Marx, si vous voulez, qui est que l'enjeu ontologique du communisme, c'est la production de l'être générique de l'homme. Ce que Marx appelle en allemand la Gattungswesen, donc l'essence générique ou l'être générique de l'homme, n'est pas quelque chose de donné, d'inscrit une fois pour toutes au ciel des idées, etc. Ça se déploie pour Marx dans la praxis, dans le rapport des êtres les unes avec les autres. Et Nancy, en quelque sorte, radicalise cette idée pour en faire une ontologie générale, en disant l'être n'est rien d'autre que son propre partage, que son exposition, qui est l'exposition des uns et des unes aux autres. Ce qui est une façon de reprendre, d'une part, à Heidegger, le concept de Mitsein, d'être avec, encore une fois, tout être et être avec, mais de reprendre aussi, et là on commence à rentrer un peu dans le point du débat là, qui nous intéresse aujourd'hui, de reprendre le concept derridien de différence. Comme on dit, différence avec un A, c'est-à-dire de ce mouvement qui fait que tout être, que l'être ne coïncide pas avec lui-même. L'être n'est pas pure coïncidence à soi, pure présence à soi, mais toujours partagé, divisé, entamé structurellement dès l'origine. Et cette idée très fameuse de Derrida, en quelque sorte, Nancy en propose le déploiement ontologique d'une part, et puis on va dire politique de l'autre, qui est de penser cette espèce de division première d'espacement de l'être, voilà, non-coïncidence de l'être à lui-même, parce que être à soi, c'est, encore une fois, être en commun. Et de là, on en vient au problème, on pourrait dire proprement politique, qui est de savoir comment on va penser la communauté dans ces conditions. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté qui ne serait rien d'autre que sa propre condition? Une communauté qui resterait fidèle au commun. Parce que, encore une fois, si le commun est une règle ontologique, s'il est donné déjà simplement dans le rapport des choses, des êtres les uns avec les autres. Ce que Nancy va pas, il amorce ça dans la communauté des œuvraires, il y a beaucoup d'autres textes dans lesquels il va pousser encore l'ontologie du commun plus loin. Mais si le commun, pour le dire comme ça, est une donnée ontologique, c'est pas une œuvre, c'est pas quelque chose qui se réalise. On ne réalise pas politiquement le commun. Le commun, il est donné, il est là. Le commun, c'est ce qui fait qu'on est, tout simplement. Ou c'est la façon dont on est, c'est forcément en commun. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une praxis politique à la mesure ou à la hauteur de ça? C'est-à-dire une politique qui ne trahirait pas cette donnée ontologique fondamentale pour, encore une fois, l'hypostasier dans une idée, dans une identité fixe, dans une figure achevée, etc. Comment une communauté peut ne pas se refermer en communauté, ne pas dire ce qu'il en est du commun, en disant le commun c'est ça, le commun c'est cette forme, le commun c'est cette identité, le commun c'est la communauté de ceci et de celle-là, mais une communauté qui est ouverte à tout le commun. Donc, pour le redire encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une communauté qui serait sa propre condition? Comment faire l'expérience politique du commun sans constituer une communauté, sans constituer des communautés?
Et on voit qu'ici, on a une sorte d'idée limite du commun. Idée limite du commun, parce que précisément le commun est pensé comme encore une fois, ça donne toujours l'impression qu'on joue un peu sur les mots, mais le commun est pensé comme limite. C'est vraiment il n'y a pas entre deux êtres, il n'y a pas quelque chose qui est le commun. Le commun, c'est la limite entre les deux. C'est vraiment comme il dit, la pure surface d'exposition entre les êtres. Donc le commun, c'est une mince pellicule qui trace la limite entre les êtres, les partage les uns et les autres. Cette idée limite du commun, évidemment, porte la politique aussi à sa limite. Vraiment, comment on pense une politique, une praxis, une forme d'existence collective qui ne trahit pas, encore une fois, cette idée limite. Et par là, Nancy ouvre en quelque sorte, il s'inscrit dans un travail de pensée qui le précède, mais il ouvre aussi une espèce de question post-marxiste d'un communisme sans communauté. Une sorte de communisme ontologique du commun. Et on peut ici, il faudrait, pour déployer la question plus largement, inscrire Nancy dans une grande constellation de pensée dans laquelle il est précédé par Bataille, par Blanchot. Blanchot qui a écrit un texte fameux qui s'appelle La communauté inavouable. Précédé. Les textes sont un peu contemporains entre Nancy et Blanchot. Il y a toute une controverse aussi autour de ça, mais donc on a la communauté inavouable de Blanchot, puis la communauté désœuvrée de Nancy. Agamben, plus tard dans les années 90, il me semble fin des années 90, début 2000, je ne sais plus, écrit Une communauté qui vient. C'est le sous-titre de la théorie de la... Non, c'est le titre du livre. Dont le sous-titre est La théorie de la singularité quelconque. Donc on a après la communauté inavouable et désœuvrée, on a la communauté qui vient. On pourrait rajouter Esposito qui lui va chercher à penser la communitas en rapport avec l'immunitas, donc communauté, immunité, va essayer de travailler le commun sous ces formes-là. On pourrait rajouter de façon un petit peu marginale, mais Rancière, le Rancière de la mésentente, qui essaye de penser ce qu'il appelle un partage du sensible comme forme politique contre la police qui est la mise en ordre hiérarchique du sensible. Et voilà, dans cette grande constellation, pour aller jusqu'à... il y a une version, on a dans Tikkun par exemple, une communauté terrible, une nouvelle déclinaison de la communauté, alors cette fois sous un abord critique, on va dire. Puis, plus récemment encore, il y a quelques années, un essai d'Éric Bordelot qui s'intitule « Mémoire, comment sauver le commun du communisme ». Donc voilà, il y a c'est devenu un lieu commun, une sorte de lieu commun de la pensée philosophico-politique de gauche, pour le dire rapidement, qui est décliner une sorte de communauté impossible, quoi. Comment on fait pour penser cette communauté impossible, comment il faut l'appeler, inavouable, désœuvrée, etc. Il se trouve que c'est dans cette constellation que s'inscrit Derrida quand il écrit Politique de l'amitié en 1994. Mais il s'y inscrit de façon très marginale. Et donc c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Parce que, de façon marginale, parce que contrairement donc à tous ces penseurs de la communauté impossible, la communauté sans nom, etc., Derrida ne cherche pas à penser la communauté. Derrida cherche à penser la démocratie. Il va retenir comme signifiant politique démocratie plutôt que communauté. Et dire qu'avec Derrida, Derrida c'est pas un communiste, c'est un démocrate. Ce qui témoigne d'une différence de sensibilité politique, évidemment, mais qui se joue dans des déplacements conceptuels qui sont à la fois très techniques et très serrés, et c'est ça qui nous intéresse, hein. C'est pas tant quelles sont les options politiques de l'un ou de l'autre, même si ça joue aussi, évidemment. Mais c'est d'essayer de voir quels sont les déplacements conceptuels
qui font que Derrida va plutôt du côté de la démocratie que de la communauté. Et pour Derrida, donc, ce travail la façon dont il s'inscrit, dont il veut dialoguer en quelque sorte avec, encore une fois, cette constellation de pensée, c'est sous la forme d'une opération de déconstruction de la triade amitié, fraternité, communauté. On va essayer de démonter ça en disant on a une sorte de montage politique occidental qui est l'articulation amitié, fraternité, communauté. Et Derrida essaye de déconstruire ce dispositif. Alors, il n'est pas absolument évident de sortir des énoncés un tant soit peu clairs, définitifs et décisifs des textes de Derrida. Ceux qui s'y sont essayés rigolent. Mais voilà, on va essayer d'isoler 3 moments, en quelque sorte, du travail de déconstruction que fait Derrida. Parce que tout son propos, c'est en l'occurrence, c'est pas de produire des énoncés philosophiques, voilà, pas de produire des thèses philosophiques. Son travail, c'est un travail qui est au moins au premier abord textuel, et qui est un travail de déconstruction qui s'arrime au texte, à leur matérialité, à leur histoire, et au jeu un peu souterrain qui les fait, qui les rapporte les uns aux autres. Mais bon, on va néanmoins, pour le propos d'aujourd'hui, essayer d'isoler 3 moments. Le premier, je dirais, c'est, encore une fois, tout ça, je ne sais pas s'il y a des Derridiens scrupuleux ici, mais tout ça à mettre avec des guillemets, des machins, parce que Derrida lui-même, serait pas d'accord avec à peu près tous les termes que je vais employer. Mais le premier moment, ce serait la promotion. Évidemment, les 3 moments sont liés entre eux, c'est pas un déroulement chronologique, mais la promotion d'une idée de l'amitié que, par commodité, je vais qualifier de post-nietzschéenne. Nietzschéenne ou post-nietzschéenne. Parce que Derrida part d'un motif, d'une phrase, qui est Nietzsche répétant Montaigne, répétant lui-même, prétendument, en tout cas, Aristote, qui dit « Oh, mes amis, il n'y a point d'amis ». Cette phrase est prêtée à Aristote par Montaigne, et Nietzsche la répète en lui ajoutant d'ailleurs qu'il n'y a pas non plus d'ennemis. Et autour de ce motif, Derrida essaie de construire, donc, encore une fois, une certaine idée de l'amitié, qui est une amitié lointaine, une amitié stellaire, pour reprendre une autre expression de Nietzsche, une amitié à venir, qui éprouve l'autre, le rapport à l'autre, sans essayer de le rapprocher, sans essayer de rapporter l'autre à soi, sans essayer d'inscrire l'autre dans une quelconque forme d'identité partagée. Quand être ami, ça ne veut pas dire qu'on partage quelque chose qui nous est commun tous les deux, sans présupposer de proximité. L'amitié n'est pas liée au fait que nous sommes proches l'un de l'autre, voire sans se fonder sur le partage d'une présence commune. L'amitié n'est pas fondamentalement un rapport de présence, de coprésence entre les amis. Alors, le motif est développé par Nietzsche dans un certain nombre de textes, où Nietzsche parle encore une fois de ce qu'il appelle une amitié d'étoiles, comme si l'amitié avait la puissance de faire résonner ensemble des astres éloignés l'un de l'autre par je ne sais pas combien de galaxies. Et que, à la limite,
que même, si on a tous en tête cette idée, hein, que la lumière d'un astre, très souvent, quand elle nous parvient, c'est la lumière d'un astre qui n'existe même plus. Il y a même une dimension comme ça qui travaille la question de l'amitié chez Nietzsche, hein, et ensuite chez Derrida. Encore une fois, c'est pas une forme de coprésence. C'est quelque chose qui s'éprouve dans une distance qui, voilà, est même pensée comme stellaire. Et donc, Derrida parle d'une, pardonnez le barbarisme, mais d'une aimance par-delà la distinction un peu convenue entre l'amitié d'un côté et l'amour de l'autre. Il dit qu'il y a une aimance qui se porte dans la distance, et évidemment dans aimance on entend aussi aimant, c'est pas un hasard. Donc vraiment un rapport qui se porte dans la distance, mais aussi dans l'absence, pas un rapport de coprésence, mais presque un rapport à l'absence de l'autre, et c'est-à-dire aussi pour Derrida, un rapport qui supporte la mort, qui supporte l'incertitude de l'avenir, ou l'incertitude de l'événement. Et donc, dans ce motif de l'amitié, que Derrida prolonge à partir de Nietzsche, on retrouve évidemment son dada un peu de toujours, hein, qui est déconstruire la présence par la différence avec un A, c'est-à-dire par la non-coïncidence à soi, le fait que les choses ne sont pas en présence les unes des autres. Mais bon, il le déploie un petit peu autrement, encore une fois sous la forme donc, de l'amitié stellaire. Et dans un deuxième moment, Derrida dit lui-même, alors pour ça, juste, les pages de l'exemplier, c'est les pages, donc c'est politique de l'amitié, donc il y a on voit les titres en haut, mais c'est page 330, 331, 98, 99 et 56, 57. Donc 330, 331, 98, 99 et 56, 57. On va pas prendre les textes dans le détail, hein, simplement, encore une fois, c'est pour que vous ayez les matériaux. C'est ces textes, à moins que j'en ai raté quelques-unes, mais c'est les trois occurrences dans lesquelles, donc c'est dans Politique de l'amitié, hein, dans le livre de 94, dans lesquelles Derrida fait explicitement référence à Nancy, à la communauté des œuvrés, à toute cette constellation de penseurs du communisme sans communauté, etc. Parce que Derrida, encore une fois, s'inscrit explicitement dans cette constellation, dans ce travail de pensée, et il nous dit donc, une telle idée de l'amitié a sa place, hein, elle prolonge les questions soulevées par Bataille, Blanchot et Nancy, sont citées explicitement, à ceci près qu'elle veut porter la déconstruction plus loin. Parce que Derrida reproche à Bataille, Blanchot et Nancy en particulier, que l'idée même de communauté, le motif même de la communauté, même quand il est neutralisé, même quand il est porté à son plus haut paradoxe, hein, il y a une phrase de Bataille connue qui dit « la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté », et Derrida va le formaliser en disant « on cherche à penser un X sans X », communauté sans communauté, rapport sans rapport, etc. Même quand on lui donne la forme du X sans X, la communauté porte encore l'ombre de la fraternité. Et donc, avec la fraternité, la famille, l'identité, le patriarcat, autant de choses que Derrida va essayer de dérouler, encore une fois. Il faut dire que là, ce qu'on essaie de rassembler sous des énoncés un petit peu synthétiques, c'est 500 pages de lecture de texte, travail de déconstruction très fin, très subtil. Et donc, évidemment, il invoque, alors de façon curieuse, il invoque dans ces textes, hein, je vous laisse vérifier par vous-même, explicitement, il cite Bataille et Blanchot en disant « Ah bah vous voyez, leur communauté sans communauté, elle invoque la fraternité. »
Et textuellement, il nous dit, voilà, chez Bataille, on retrouve la question des frères, chez Blanchot, on la retrouve. Il se trouve qu'il nomme pas Nancy, ici. Et à ma connaissance, mais peut-être que j'ai raté quelque chose, mais dans la communauté des œuvrés, le motif familial n'apparaît pas, me semble-t-il. Sinon, à travers Bataille, mais pas directement. Et donc, Derrida dit la question politique que pose l'amitié, l'amitié évidemment, encore une fois déconstruite, l'amitié à la Nietzsche, là, l'amitié stellaire, suppose d'aller plus loin qu'un partage communautaire. Ça, il le dit explicitement dans la page 331. Je prends vers le bas de la page quelques phrases qu'on fasse avec ces mots, affirmatifs, négatifs, neutres ou suspensifs, elles seraient toujours sans rapport avec ce que nous persistons à nommer de ces vieux mots, aimance, amitié, amour, désir. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que je préfère parler d'amitié que de communauté. Et dès lors, s'il y avait une politique de cette aimance, elle ne passerait plus par les motifs de la communauté, de l'appartenance ou du partage, de quelques signes qu'on les affecte. Affirmer, nier ou neutraliser, ces valeurs communautaires ou communales risquent toujours de faire revenir un frère. Peut-être faut-il prendre acte de ce risque pour que la question du qui ne se laisse plus politiquement arraisonner par le schème de l'être commun ou en commun, fût-il neutralisé dans une question d'identité individuelle, subjective, ethnique, nationale, étatique, etc. Donc, que la question du qui ne se laisse plus politiquement arraisonner dans une question d'identité. Et donc le danger que cherche à prévenir Derrida, c'est le fait que la communauté risque toujours de faire revenir un frère. Une sorte de spectre de la fraternité, voilà, dont Derrida veut absolument se débarrasser, dont il veut débarrasser l'amitié. Et alors, pour essayer de voir ce que c'est que cette espèce de spectre de la fraternité qui porte en lui le patriarcat, et l'exclusion des femmes, on va pas directement prendre les matériaux que travaille Derrida, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, et c'est le troisième moment de cette déconstruction, c'est que Derrida dit il faut arracher l'amitié à la communauté, encore une fois, parce qu'il faut débarrasser l'amitié de la fraternité. Et il fait remarquer que, historiquement, on a toujours pensé l'ami comme un frère, et donc, par extension, si vous voulez, la politique comme fraternité, comme familialisme, parce que la politique, comme on l'a vu, ça, Valérie l'a très bien montré à propos d'Aristote, elle est construite sur l'amitié, sur la question de l'amitié, du rapport amical. Mais penser l'ami comme frère, c'est le penser sous la modalité d'une fraternité masculine, virile, homosexuelle, excluant la femme, c'est-à-dire aussi bien l'amitié hétérosexuelle. Il n'y a pas de couple très connu, paradigmatique d'amitié qui soit l'amitié entre un homme et une femme, aussi bien que l'amitié féminine. Donc, la fraternité, pour Derrida, c'est une modalité du patriarcat. Et pour illustrer ça, voilà, on ne va pas reprendre encore une fois tout le dossier derridien, il est complexe, mais je vous propose qu'on se tourne, et pour rendre hommage, encore une fois, à QLF, alors c'est un hommage un peu vache, parce que, voilà, on va montrer à quel point le texte est patriarcal, mais je vous propose de vous tourner vers un texte de PNL, donc je sais pas, c'est le truc qui ressemble un peu à un poème, là. Alors PNL, leur premier album, je disais, s'appelle Deux Frères, s'appelle QLF. Leur dernier album, qui est sorti il n'y a pas longtemps, s'appelle Deux Frères. Donc voilà, on est en plein dans que la famille, mais aussi la fraternité.
Et il y a une chanson de l'album qui s'appelle, qui porte le titre, qui s'appelle aussi Deux frères. Et on va juste lire le couplet numéro 2, celui de Nos, NOS, qui nous dit donc: j'ai grandi dans le zoo, je suivais les cris dans la jungle, les pas de grand frère. Papa nous a cogné tête contre tête, nous a dit: je veux un amour en fer, je veux personne entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. Donc, j'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro, partagé. Et à part le nombre de cicatrices, rien ne va changer. Dans le miroir, on s'est regardé. Dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Quand on était petit, on avait les mêmes sapes. Plus grands, les mêmes armes, même niaque, même terrain. Higo, les mêmes schlags. Jamais les mêmes femmes. Moi, c'était les belles blondes. Lui, les vénézuéliennes. Moi dehors, lui qui tombe. Rien ne nous séparera, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne, un peu comme ma vie. Y a que toi qui sais ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. On s'est dit, c'est l'heure de les baiser. Si on fusionnait, cheap. Le texte, on ne peut plus explicitement, montre comment la fraternité est instituée par la loi patriarcale, par la loi paternelle, en tout cas, on va dire par la loi paternelle. Papa nous a cogné tête contre tête et nous a dit: je veux un amour en fer, je veux personne entre vous, même pas moi. Et on voit aussi comment le père constitue la fraternité en s'absentant du rapport, mais pour hanter à plus forte raison ce rapport. Et la fraternité donc s'institue par la loi paternelle comme une communauté totale et fusionnelle. Et encore une fois, explicitement, voilà, si on fusionnait, communauté totale et fusionnelle entre les frères, on partage tout, on partage nos vies, on a les mêmes galères, on a les mêmes sapes, on fume les mêmes joints, etc., à l'exception des femmes. On n'a pas les mêmes femmes, et d'ailleurs, les mêmes bitches. Et elles ne nous sépareront jamais. Surtout. La femme n'a aucune incidence dans le rapport fraternel. Voilà. Donc on a résumé en un couplet qui dure à peu près 1 minute dans la chanson, une sorte de condensé de ce que Derrida essaye de montrer pendant 300 pages dans Politique de l'amitié. Et donc voilà, c'était pour... je propose un exemple par le fait de la thèse derridienne. Et encore une fois, puisqu'on était dans QLF, etc. Alors, voilà le reproche, un reproche, c'est pas une discussion de comptoir, mais voilà la critique adressée par Derrida à Nancy, et encore une fois à toute cette constellation de penseurs et de pensées, etc. Mais en particulier à Nancy, critique à laquelle Nancy répond plus tardivement, dans les années 2010, a produit un certain nombre de réponses à Derrida. Et la principale réponse, en fait, elle est très peu connue, parce que c'est un article. Et donc là, je rentre dans le 3e point, le dernier point, on va terminer avec ça. Donc sur le motif de la fraternité. En fait, c'est dans un article qui s'appelle Fraternité. Donc c'est une page, c'est cette page-là, il y a des paragraphes un peu distincts les uns des autres, qui en fait est un article paru dans une revue turque, et donc inédit en français, dont on vous propose quelques extraits. Qu'on a traduit du turc patiemment. Qu'on a patiemment retraduit du turc. On a fait une rétroversion pour retrouver le français. Non, blague à part que l'auteur nous a très gentiment communiqué. Et qui constitue une réponse à Derrida. Et une réponse à Derrida qui fonctionne un peu par inversion conceptuelle du motif de la famille.
la ligne de Nancy, dans le fond, c'est de dire ce que cherche à penser Derrida, qui est aussi ce que Nancy a cherché à penser lui-même. Vous voyez en quoi l'histoire de l'amitié stellaire de Derrida, c'est très proche de la communauté sans communauté. Derrida le dit lui-même, on est dans le même genre de problème, mais voilà, il opère le petit déplacement qu'on a vu avant. Et donc Nancy dit oui, bon, d'accord, mais à ce qu'on cherche à penser, en fait, moi, je vais répondre à Derrida que c'est précisément la famille qui en est l'indice. Il faut réinterroger la famille pour essayer de porter plus loin cette question. Ce qui suppose toutefois, évidemment, de repenser ce que c'est que la famille. Et de la réponse de Nancy, on va isoler 3 traits. Je ne vais pas revenir, on va pas tout lire encore une fois dans le détail. Mais la première chose que retient Nancy, enfin qu'avance Nancy, c'est l'idée que la famille ne constitue pas une identité de sang ou d'origine. Une famille, c'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir le même sang, c'est pas, encore une fois, ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est pas la famille biologique, etc. C'est pas ça qui est intéressant. Ça, d'accord, ça c'est la nature, c'est pas. Mais c'est le partage entre frères d'une même nourriture. Les frères et les sœurs, on y reviendra tout en haut du texte, sont d'abord des sujets autonomes dont la coexistence n'est fondée en rien d'autre que dans un compagnonnage de nourriture. Compagnon signifie qu'ils partagent le pain, et dans une absence de raison à leur communauté d'existence. Coexistence qui est une absence de raison à la communauté d'existence. Et donc l'expérience matricielle de la famille, c'est le partage du sein maternel, qui est la figure d'une nourriture commune, d'un compagnonnage, littéralement. Ce qui veut dire que donc, la famille, si on la prend par ce biais-là, ne nomme pas du tout l'identité, la proximité, une proximité dans une identité d'essence, de race, de sang, etc. Mais la famille désigne avant tout, enfin a affaire avant tout à la contingence ou au hasard, à la contingence d'une situation, une forme d'être avec ou de coexistence qui est le partage d'un besoin, partage d'une nourriture. Et en ce sens, donc, la famille dit tout le contraire de l'élection amicale, tout le contraire du choix, tout le contraire du fait de se retrouver, de vouloir le même et de se retrouver dans le même. La famille, c'est en quelque sorte la figure emblématique de la coexistence non choisie. Encore une fois, une coexistence qui est l'absence de raison de la communauté. On pourrait retenir ça comme définition technique de la famille, une coexistence qui est l'absence de raison de la communauté. Et à cet égard, Nancy le fait remarquer, je ne sais plus où dans le texte, là, je ne sais pas si c'est dans l'extrait, mais la fraternité peut très bien être celle des frères ennemis. Le motif très connu des frères ennemis, il n'indique rien d'autre que le fait que, non, c'est pas parce qu'on est frères qu'on est amis. L'inimitié a toute sa place dans la famille. Et très souvent, d'ailleurs, pour prendre peut-être les plus connus, Romulus et Rémus, etc. Je sais pas, Caïn et Abel, voilà, les frères ennemis, les frères qui sont prêts à se tuer l'un l'autre, etc., sont des figures tout à fait emblématiques de la fraternité, du lien familial. Le deuxième trait, évidemment, qui est lié à celui-ci, mais que retient Nancy, c'est que la figure du père n'est pas constitutive de la famille. Si on prend juste la suite de ce premier paragraphe, la figure ou le signe du père, ce qu'on nomme souvent la loi du père, et qui serait mieux nommé le père comme loi, n'est pas d'emblée déterminé
Bien au contraire, la figure est un contour vide ou une esquisse. Le signe porte une signification fuyante, indéterminée. Le père, que dans le droit romain on nommait le pater incertus, le père incertain, on est incertain de la paternité. Le père est fondamentalement absent, substituable. C'est une fonction qui est la fonction de la loi en fait. Et il ne représente pas la famille au sens propre, mais la loi, c'est-à-dire l'institution symbolique de la famille ou le codage symbolique de la famille. Ce qui fait la famille, c'est donc pas du tout le père, et il faut même aller jusqu'à dire le père est absent de la famille. Le père est un élément en quelque sorte extérieur qui vient configurer la famille symboliquement, mais après coup de l'extérieur. Mais ce qui fait la famille plus profondément, c'est le rapport fraternel, et le rapport fraternel qui se joue dans le rapport à la mère, et le droit romain opposé au pater incertus, au père incertain, la mater certissima, donc la mère, dont on est absolument certain. Autrement dit, ce qui fait la famille, c'est le commun comme partage. Et ici, je vous renvoie juste au dernier texte donc, de l'exemplier, qui est tiré donc, d'un texte de Nancy, qui est sa dernière version de la communauté, c'est devenu la communauté désavouée. Après avoir été désœuvrée et affrontée, elle est enfin désavouée. Et il donne une définition du commun, et c'est très frappant. On va lire le paragraphe, il est très court. Par le commun, il faut entendre à la fois le banal, c'est-à-dire l'élément d'une égalité primordiale et irréductible à tout effet de distinction, et indiscernablement le partagé, c'est-à-dire ce qui n'a lieu que dans le rapport, par lui et comme lui. Par conséquent, ce qui ne se résout ni en être, ni en unité. Cela donc, qu'on ne peut même pas poser comme un singulier, le rapport, sans faire lever l'essaim bourdonnant de ses pluriels. Pour reprendre une image de Freud, le fait d'être nourri d'un même lait maternel, tout en étant exposé un par un à l'absence paternelle d'unité figurale. Le fait d'être ainsi lié au sein d'une déliaison, délié le long de la liaison même. Autrement dit, la figure emblématique qui nous donne la définition de ce que c'est que le commun, qui est à la fois la banalité et le partage, et en quelque sorte la banalité du partage, le fait que oui, les êtres sont en commun, etc. La figure qui nous donne ça le plus clairement, c'est le fait d'être nourri d'un même lait maternel, tout en étant exposé un par un à l'absence paternelle d'unité figurale. Et donc, ici, ce qui est important pour penser la famille comme fraternité, c'est l'absence du père et donc le rapport à la mère, pour le dire comme ça, mais encore une fois, la mère, c'est pas non plus, ce qui compte, c'est pas la question de l'enfantement, c'est pas le fait que ce soit la mère biologique. La mère peut être adoptive. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, la mère peut être une louve, ça n'a même pas besoin d'être un humain. Ce qui compte dans la famille, c'est le fait que c'est un partage d'avant la loi, d'avant toute loi. Il existe un partage qui n'est pas légal, qui n'est pas symbolique, qui n'est pas le découpage symbolique, et dont la loi en fait est une capture, ou une rationalisation, ou une codification. Mais il y a un partage plus fondamental, et c'est ce partage fondamental, partage ontologique si vous voulez, qui constitue en fait la famille. Et le dernier trait que retient Nancy de la famille, c'est que il faut du coup penser une forme de fraternité
qui est en deçà de la subsomption à la loi paternelle. Et c'est sur ce point précis que Nancy essaye, et bon, c'est l'horizon qu'on va essayer de dégager, mais c'est sur ce point précis que Nancy essaye de faire communiquer la fraternité avec la sororité. En disant, c'est le deuxième bloc, dans l'article Fraternité, là, le deuxième bloc, le dernier paragraphe du deuxième bloc, qui dit « En même temps, la fraternité porte aussi l'ombre ou la mémoire obscure et le désir de la nourriture commune. En cela, elle est sans doute plutôt sororité, et à cet égard, il faut convenir que le fraternel privilégie une unilatéralité masculine. La sororité serait la fraternité au-delà ou en deçà de la loi, dans la sphère ou dans les sphères de la nourriture, c'est-à-dire du manger-rejeter, qui sont aussi les sphères de l'affect. » Donc, la sororité, c'est la fraternité sous la forme pure du rapport d'injection et de rejet de la nourriture, c'est-à-dire de la substance du monde, c'est-à-dire sous sa modalité affective. Donc, dans la sororité, c'est le partage est nommé en termes de rapport affectif au monde, rapport affectif d'introjection ou de rejet, de ce avec quoi on se compose ou on ne se compose pas, ce qu'on prend en nous, ce qu'on rejette. On pourrait éventuellement faire communiquer ça avec une ontologie un peu spinozienne, mais la sororité, elle nomme le partage à ce niveau-là, et l'intérêt de la sororité, de la question de la sororité, c'est évidemment une réponse, c'est une prise en compte des critiques de Derrida, qui a raison de dire la fraternité, c'est la promotion d'un modèle viril, masculin, misogyne, etc. Mais donc il y a une réponse à ça. Mais ce qu'essaie de dire Nancy plus profondément, c'est que la sororité, c'est la figure du réel de cette expérience du partage. Dans sa dimension affective très très forte, le réel du partage de la nourriture, il s'oppose à la fiction du symbolique. Et encore une fois, les frères risquent toujours d'être pris sous la loi du père. Ce dont témoigne toute l'histoire occidentale de la fraternité. Mais Nancy essaye de dire le réel de cette expérience, bien qu'il s'oppose à la fiction du symbolique, bien qu'il s'oppose à la loi paternelle, n'en reste pas moins du sens. Et qu'en quelque sorte, le sens commence à ce niveau-là. Et la sororité, le fait qu'il existe un rapport sororal qui est resté en marge, qui est resté dans l'ombre de la loi paternelle, qui n'a jamais été récupéré par ça, et qui, Nancy dit aussi, à charge pour nous de le vérifier, mais qu'il n'a jamais été mythifié non plus, le rapport sororal, qui résiste même à la mythification. Il montre quand même, il donne une consistance à vraiment ce niveau fondamental où le sens affleure comme vraiment être en commun. Il y a du sens dans l'être en commun, dans le partage fondamental, et c'est ça le sens premier au niveau sensible, au niveau sensuel, au niveau sentimental, comme le dit Nancy. Il commence dans ce régime ontologique du commun. Et Nancy fait une ouverture en disant c'est le problème que se pose toute démocratie qui pense la politique comme vacance du pouvoir. Alors elle prend un motif démocratique, peut-être encore une fois parce qu'il discute avec Derrida, ou parce que Nancy s'est aussi un peu intéressé à la question de la démocratie, mais voilà, un régime politique qui veut penser la vacance du pouvoir, qui donc ne peut pas se projeter, se cristalliser dans la loi, la loi paternelle ou patriarcale, il doit ménager une place, il doit faire quelque chose de ce niveau sensible, affectif, désirant,
du commun. Et donc pour conclure, je ferai 2 remarques. La première, très très formelle, juste pour remettre un peu les choses en place. On disait, hein, tout le propos, c'est la triade amitié, communauté, fraternité, savoir comment elle est articulée, et désarticulée, réarticulée. Et ben, on voit que Derrida, la position de Derrida, c'est de penser le premier terme, l'amitié, sans le troisième, sans la fraternité. Derrida veut débarrasser l'amitié de la fraternité, et pour ce faire, il doit exclure la communauté, parce que la communauté risque toujours de faire revenir un frère. Et Nancy, lui, va proposer une autre articulation, qui est de chercher à penser le deuxième, donc la communauté, hein, c'est son problème, hein. Nancy, la communauté, des œuvrés affrontés, des avoués, etc. Mais pour penser la communauté, eh ben, il va jouer le troisième terme, la fraternité, contre le premier, contre l'amitié. Non, voilà, il faut débarrasser la communauté de l'amitié, non pas la penser comme le rapport des amis, mais la penser comme le rapport des frères, avec toutes les précisions, nuances qu'on a vues. Ou plutôt des sœurs. Et donc ça, c'est juste pour récapituler les choses. Et la deuxième remarque est un peu prospective ou programmatique. C'est qu'à partir de là, on va essayer de, en quelque sorte, réouvrir la scène familiale. Et ici, il y a évidemment une référence freudienne très, très, très forte. Et réouvrir cette scène pour essayer de penser le lien fraternel-sororal. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser, donc, sur la prochaine séance, à la figure d'Antigone. Qui est une figure qui nous montre, on va essayer de voir, hein, comment une intrigue familiale et une intrigue politique se mêlent et se confrontent l'une à l'autre, dans un rapport qui n'est pas celui des frères entre eux, mais dans le rapport hétérosexuel, je sais pas comment on peut dire, entre la sœur et le frère. Et l'hypothèse qui s'amorce ici, qui est une sorte d'hypothèse, on va dire, sinon féministe, féminine, quoi, à laquelle on arrive, en fait, c'est dire que peut-être que c'est en faisant travailler le féminin qu'on peut non seulement déconstruire le modèle politique que Nancy essaye de déconstruire depuis les années 80, etc. Non seulement donc faire opérer cette déconstruction, mais aussi frayer l'horizon de son dépassement, interroger la sororité. Qu'en est-il des rapports de l'être en commun des sœurs? Est-ce qu'ils ne nous donnent pas une autre matière, autre chose à penser, d'autres figures? Et pour essayer de penser la chose suivante, que la coexistence non choisie, elle est non seulement la condition de toute politique, ce qu'on a vu la dernière fois, ce qu'on a repris au début, mais qu'elle est aussi son horizon indépassable. Et que aucune politique ne saurait se débarrasser de cette question, la dépasser, la surmonter d'une façon ou d'une autre, mais que la coexistence non choisie doit rester l'horizon indépassable de la politique. Je m'arrête sur ce point. Merci.